La contre-initiation commença à s'occuper de Guénon alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, mais il s'agissait en l'occurrence d'une tentative de récupération dont subsiste la trace entre guillemets littéraire. Nous voulons parler de quelques poèmes et d'un roman inachevé intitulé La frontière de l'autre monde, que Jean-Pierre Laurent propose de dater vers 1905 ou 1906, ce qui est au moins vraisemblable. On y relatait entre autres un épisode particulièrement scabreux. Après avoir assisté à une séance d'invocation à laquelle se présentaient des démons, le jeune héros recevait dans un camp de bohémiens une initiation en forme de travaux maçonniques, avec une ouverture et une fermeture. En présence de Belphégor lui-même, il devenait prince Rose-Croix, en s'appuyant sur le mal, par la voie gauche, et grâce à la puissance noire. Au terme de cette initiation luciférienne, Samaël apparaissait, portant le sceptre en fer du domaine de la mort. Ouvrez les guillemets. Cette nuit-là, mon sommeil fut agité par d'affreux cauchemars. Il me semblait être assailli par des bandes de démons, et la vision de Samaël m'obsédait sans cesse. Fermez les guillemets. Cet épisode, que l'on se rassure, n'avait rien d'autobiographique. L'inspiration en était purement onirique, selon un procédé contre-initiatique qui commence à nous être familier. Rien n'empêchait en effet la contre-initiation, entre parenthèses, qui ne peut connaître des êtres que ce qui, en eux, appartient au monde intermédiaire, fermez la parenthèse. Rien n'empêchait en effet la contre-initiation de voir en Guénon qu'une individualité d'une puissance animique exceptionnelle qu'il convenait de recruter au plus vite. Guénon, de son côté, du fait de sa génération spirituelle très particulière, n'était pas alors armé pour reconnaître l'adversaire, mais cet intérêt manifesté par la contre-initiation attira aussi celui du pôle, qui autrement n'eût pas connu Guénon, et qui bien sûr l'aida en cette périlleuse occurrence. Entre parenthèses, c'est Abdul Hadi qui par la suite constituerait le lien physique entre Guénon et le pôle, fermez la parenthèse. Ainsi était en somme préfiguré par le destin de Guénon le moment où les initiés relevant du pôle et ceux relevant d'El-Kidr œuvreraient désormais en commun. Dès lors, il n'allait plus être question pour les puissances d'en bas de s'assurer le concours de Guénon, mais bien de le supprimer purement et simplement. Les premiers adversaires, entre parenthèses, ni politiques ni philosophiques, fermez la parenthèse, que Guénon rencontra sur son chemin furent Charles Détré, alias Téder, Joanny Bricot et Charles Nicouillot. Charles Détré n'avait de remarquable à première vue qu'une énorme érudition historique dont il usait fort habilement, mais surtout pour truquer certains documents et les interpréter à sa guise. Entre parenthèses, il fut apparemment si fécond que des faux relevant de son art doivent encore apparaître dans les prochains mois. Fermez la parenthèse. Il avait commencé sa carrière par la publication d'un ouvrage antimaçonnique, ce qui était, semble-t-il, dans certains milieux, une indispensable propédeutique, intitulé Les apologistes du crime. Puis il avait fait du journalisme en Belgique avant d'être expulsé à la suite d'une affaire de chantage. Il était alors passé en Angleterre où il avait fait la connaissance de John Yarker, et c'est de celui-ci que, de même que Papus, il tenait tous les grades maçonniques plus ou moins authentiques, et en tout cas irréguliers, dont il était décoré. Il avait d'ailleurs pris sur Papus, grand pontife de l'occultisme français en général et du martinisme en particulier, un ascendant d'autant plus étonnant que jusque-là, celui-ci s'était toujours arrangé pour écarter les gens susceptibles de lui porter ombrage. L'antimaçonnisme réel de Téder, en dépit de ses faux titres, trouva d'ailleurs son complément dans celui de Papus. Le docteur Ancos, en effet, paraissait ne s'attaquer qu'au seul Grand Orient, coupable de rationalisme, mais en fait, et pour ne donner qu'un exemple, tous les martinistes du deuxième degré, hommes et femmes, recevaient communication des mots et signes des 3 grades de la maçonnerie symbolique, sans qu'il leur soit demandé aucun serment, et cela sous le prétexte que, au XVIIIe siècle, l'initiation dans l'ordre des élus Cohen, dont le martinisme se prétendait bien à tort l'héritier, présupposait la possession de ces 3 grades. Quoi qu'il en soit, Téder profita de son influence sur Papus pour éliminer Guénon du milieu martiniste, où sa fonction était sans nul doute de surveiller et de dissoudre certaines influences. Guénon avait en effet appartenu à la loge Humanidad, dont Téder était le vénérable, et qui relevait du rite national espagnol, une organisation pseudo-maçonnique tout à fait irrégulière et en étroite connexion avec le martinisme. Téder, pour impressionner Papus,
fabriqua toute une série de fausses lettres de Guénon, dont, chose remarquable, il ne pouvait jamais montrer que des photographies, mais dont il fit néanmoins la base d'un rapport. Enfin, n'étant tout de même pas très sûr que Papus ne se ressaisirait pas au dernier moment, il profita de son absence pour faire prononcer l'exclusion de Guénon par quelques pauvres gens rassemblés à grand-peine. Il faut préciser en effet que la fameuse loge Humanidad avait déjà cessé d'exister en fait et ne se réunissait plus. Ce fut là sa dernière manifestation. Pourtant cette prétendue exclusion de la maçonnerie allait servir à plusieurs générations d'occultistes, dans leurs inlassables attaques contre Guénon, qu'ils poursuivaient d'une haine vigilante. Le piquant de l'affaire est que les personnages, dont il vient d'être question, ne furent jamais maçons réguliers. Papus, malgré tous ses efforts, fut constamment refusé, et cela même à la loge Le Libre Examen, dont cependant son père était membre. Quant à Teder, on sait d'où venaient ses titres. Cela dit, ce dernier avait d'excellentes raisons d'écarter Guénon. Il craignait en effet, et à juste titre, que celui-ci ne vît clair dans son jeu, à propos d'une certaine campagne dont nous avons déjà évoqué les arrière-plans, et qui constitua en quelque sorte le chef-d'œuvre de cet érudit faussaire. Dans la revue Hiram, Teder avait en effet lancé des attaques contre Guénon, bien sûr, mais aussi contre le templarisme maçonnique. En d'autres termes, contre la reconnaissance d'une filiation entre l'ordre du Temple et la maçonnerie. Et, chose encore plus surprenante en apparence, contre le Grand Orient, coupable de mentionner dans son annuaire, en tête de la liste des grands maîtres, les noms des deux Écossais jacobites, le chevalier James Hector Maclean et Charles Radcliffe, comte de Derwentwater, fait prisonnier à la bataille de Culloden et décapité. Mais quel que fût le talent avec lequel Teder exerçait sa coupable industrie, et qui impressionna tant le Grand Orient qu'il eut la faiblesse de rayer de sa liste les deux Écossais, il ne pouvait cependant empêcher que tôt ou tard la vérité prévalût, fût-ce, ironie du destin, par le biais de découvertes érudites, en l'occurrence de documents suédois, tout à fait indiscutables. Et le Grand Orient repentant rendit aux deux partisans jacobites les honneurs qui leur étaient dus, en oubliant toutefois le premier d'entre eux, Wharton, dont nous n'avons pas oublié la paradoxale carrière. L'enjeu de cette querelle dépassait bien sûr très largement le cadre de l'érudition ou même de la vérité historique, et l'on a compris qu'il était question, en tout cela, d'influence entre guillemets opérative, visant à rectifier la déviation spéculative, ce qui n'était évidemment pas du goût de la contre-initiation. Quant à Johanny Bricot, alias Jean des Esseintes, alias sa béatitude Johannes II, il succéda à Teder à la tête du martinisme, dont le rôle suspect en bien des domaines ne devait plus dès lors se démentir. Guénon évoquait Bricot en ces termes, dans une lettre datée du 22 mai 1932, ouvrez les guillemets. Bien qu'il soit certainement beaucoup moins intelligent que C.R., entre parenthèses, Aleister Crowley, je le crois beaucoup plus dangereux en réalité, fermez les guillemets. Et il précisait à Julius Evola, le 28 février 1948, à propos de la sorte de danger présenté par les contre-initiés, ouvrez les guillemets. Pour ce qui est des maléfices, envoûtements, il existe une grande différence entre les vrais sorciers, comme ceux auxquels nous avons affaire, et les simples occultistes qui, malgré leurs prétentions, ne parviennent jamais à de réels résultats. Lorsque vous me dites que ces actions ne devraient pas pouvoir atteindre ceux qui ont une stature spirituelle, il convient de faire une distinction. Si vous vous référez au domaine psychique et mental, vous avez complètement raison, mais il n'en va pas de même dans le domaine physique, dans lequel n'importe qui peut être atteint. Au reste, étant donné que, selon la tradition, les sorciers parvinrent à rendre malade le prophète, je ne vois vraiment pas qui pourrait se vanter d'être à l'abri des attaques de leurs semblables. Fermez les guillemets. Guénon auparavant avait donné dans cette même lettre à Evola l'explication d'une curieuse crise de rhumatisme. Ouvrez les guillemets. Ce que vous me dites me fait souvenir de ce qui m'est arrivé à moi en 1939, quand je dus rester 6 mois durant, étendu dans un lit sans pouvoir me retourner, ni faire aucun mouvement. Pour les gens, il se serait agi d'une crise de rhumatisme, mais en réalité, il s'agissait de bien autre chose, et nous savons très bien qu'inconsciemment, cela servait de véhicule à une influence maléfique. C'était la seconde fois que cela se produisait, mais la première fois la chose avait revêtu une moindre gravité. Des mesures furent prises pour l'éloigner, et pour que cela ne puisse plus revenir en Égypte. Depuis lors, il ne s'est plus rien produit de semblable. Fermez les guillemets. Déjà à Paris,
Guénon avait été souvent en butte aux agissements de magiciens noirs. C'est ainsi qu'un jour, parvenu d'une attaque, il était sorti pour la dérouter. Rentrant chez lui en compagnie d'un ami, ils constatèrent qu'une des vitres de son bureau avait volé en éclats, comme sous l'impact d'un projectile, mais avec cette particularité que les éclats de verre étaient à l'extérieur, sur le rebord de la fenêtre. Certaines fois, les attaques se matérialisèrent sous la forme d'animaux noirs, ce qui nous ramène directement au mystère de Seth Typhon. Dans une lettre du 22 avril 1932, adressée à l'un de ses correspondants qui lui aussi avait eu des ennuis, Guénon mettait en effet ses attaques en rapport avec le dieu à la tête d'âne. Ouvrez les guillemets. Il me paraît à peu près sûr que c'est bien là le vrai centre de toutes les choses malfaisantes que vous savez. J'ai pu me rendre compte qu'on emploie, dans certains rites, le sang d'animaux noirs. À ce propos, n'avez-vous jamais eu à constater chez vous des manifestations prenant la forme des dits animaux? Il serait intéressant que je sache cela. Fermez les guillemets. Et le 22 mai 1932, il expliquait à ce même correspondant, ouvrez les guillemets, « J'ai eu aussi une attaque d'ours autrefois, au temps des histoires de Téder. J'ai même eu au cou une morsure dont j'ai gardé la marque pendant un certain temps. » Fermez les guillemets. Rappelons que les attaques les plus redoutables qu'il ait eu à subir, et qui réunissaient l'ensemble des forces contre-initiatiques, furent suscitées par son rôle relatif à Rennes-le-Château, où il ne se rendit jamais physiquement, mais où il coordonna l'action, sur le terrain, de l'ésotérisme chrétien. Pour en revenir à Johanny Bricot, dont le caractère dangereux a été à l'origine de ces considérations, son cas est d'autant plus significatif qu'il était en outre le successeur de l'abbé Boulan, entre parenthèses, le docteur Johannes du Labat de Huysmans, qui mit bien longtemps avant de découvrir le caractère plus que suspect de son héros. Fermez la parenthèse. Lui-même héritier plus ou moins légitime de Vintras, le prophète de Tilly-sur-Seulles, qui se prétendait Élie réincarné et fonda un Carmel de sa façon. Cette ténébreuse histoire, en étroite connexion avec l'énigme de Louis XVII, embrouillée à dessein, et avec quelques fausses apparitions, dont la moindre ne fut pas celle de la Salette, constitua la trame du XIXe siècle, agitée souterrainement de convulsions insoupçonnées. Guénon y fit allusion en ces termes dans l'Erreur Spirit, ouvrez les guillemets. Aussi est-il fort possible que Vintras lui-même n'ait été qu'un sataniste parfaitement inconscient, en dépit de tous les phénomènes qui s'accomplissaient autour de lui, et qui relèvent nettement de la mystique diabolique. Mais peut-être ne pourrait-on pas en dire autant de certains de ses disciples et de ses successeurs plus ou moins légitimes. Cette question d'ailleurs demanderait une étude spéciale, qui contribuerait à éclairer singulièrement une foule de manifestations, entre guillemets, préternaturelles, constatées pendant tout le cours du XIXe siècle. Fermez les guillemets. Pour en terminer avec Johanny Bricot, héritier comme on le voit d'un inquiétant dépôt, nous ajouterons encore à titre anecdotique qu'il rédigea en 1926 une petite biographie du célèbre Maître Philippe de Lyon, guérisseur qui fut vénéré comme un maître spirituel par nombre d'occultistes, à commencer par Papus, et dont le rôle à la cour de Russie, en cette période troublée qui précéda la révolution bolchevique, demanderait lui aussi à être examiné de très près. Il est assez édifiant de voir Bricot, après avoir signalé que dès l'âge de 6 ans, certaines prédispositions inquiétaient le prêtre qui éduquait Philippe, révéler en toute simplicité l'origine de la vocation du thaumaturge que nous livrons à notre tour à la méditation des dévots du « Maître Philippe », entre parenthèses, et en particulier de ceux qui, dans leur ascèse, se croient inspirés par lui et appelés à une mission particulière. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. On raconte qu'à l'âge de 13 ans, étant tombé malade pendant qu'il était chez son oncle à la Croix-Rousse, il fut guéri par une vieille sorcière qui lui dit, après lui avoir examiné les lignes de la main, « Écoute, petit, me voilà vieille, je vois que tu es doué, je vais te donner mes recettes. » Il se mit dès lors à guérir les malades. Fermez les guillemets. Avec Charles Nicouillot, alias l'astrologue Fromalot, collaborateur éminent de la Revue des Sociétés Secrètes, nous abordons une nouvelle phase de l'action contre-initiatique qui, pendant de longues années, trouva dans cette revue aux objectifs pour le moins ambigus un support de choix. C'est en 1912 qu'un prêtre fort riche et certainement de très bonne foi, l'abbé puis monseigneur Jouin, curé de l'église Saint-Augustin à Paris, fondait la RISS, Revue internationale des sociétés secrètes, pour reprendre le flambeau de l'antimaçonnisme taxilien, aggravé d'un anti-judaïsme obsessionnel
ce qui ne témoignait pas d'un très grand discernement, mais laissait présager, en revanche, bien des péripéties fantastiques. À vrai dire, ceux qui avaient manipulé Taxil ne laissèrent pas passer l'occasion, si même ils ne la suscitèrent pas, et Monseigneur Jouin devint bientôt un simple prête-nom, couvrant de véritables énormités. Le directeur effectif de la RISS fut donc Charles Nicouillot, un ex-maçon et soi-disant catholique, ce qui n'indiquait guère deux romans qu'il avait entre autres commis, L'Expiatrice et Zoé la théosophe à Lourdes. Il suffisait, pour être édifié sur leur teneur, de se reporter aux notices du célèbre bibliophile Pierre Dujols, dans lesquelles Charles Nicouillot, écrivain catholique et réaliste, apparaissait comme un auteur de romans licencieux et anticléricaux, où seule la théosophie, entre guillemets, s'en tire sans trop de mal, fermez les guillemets. Même l'antimaçon officiel ne pouvait s'empêcher d'accepter avec empressement bien des choses malpropres, en l'occurrence, ouvrez les guillemets, certaines fantaisies pseudo-kabbalistiques quelque peu déplacées dans une revue qui se respecte, fermez les guillemets. Et le Sphinx ajoutait, ouvrez les guillemets, il y a longtemps que nous sommes fixés sur la valeur de ce genre de travaux, car nous en connaissons fort bien l'origine et l'inspiration, peut-être mieux que ne les connaît M. Nicouillot lui-même, et nous ne désespérons pas de voir apparaître un de ces jours, commenté selon toutes les règles de l'initiation verbale et littérale, le fabuleux Genaït Mengog de Rabbi Eliezer Akabir, fermez les guillemets. Or, 16 ans plus tard, et toujours dans la RISS, Henri de Guillebert des Essarts, entre parenthèses, Murena, nouvel adversaire de Guénon, évoquait tout aussi imprudemment la personnalité d'un certain Le Chartier, présenté comme une sorte de précurseur méconnu, mais dont on devine qu'il avait joué un rôle de premier plan dans l'affaire Taxil, entre parenthèses, le célèbre mystificateur marseillais, de son vrai nom Jogan Paguès, qui de 1885 à 1897 avait voulu convaincre les catholiques que la franc-maçonnerie était vouée au culte de Satan. Fermez la parenthèse. Ceci donna l'occasion à Guénon de signaler en passant qu'il possédait, ouvrez les guillemets, un important manuscrit de Le Chartier intitulé Le Genaït Mengog de Rabbi Eliezer Akabir, qui est bien ce qu'on peut imaginer de plus extraordinaire dans le genre pornographie érudite, et qu'il nous a suffi de rapprocher de certains articles parus dans les tout premiers numéros de la RISS, il y a à peu près 20 ans, pour identifier aussitôt les origines intellectuelles, si l'on peut dire, de l'auteur des 10 articles, qui se dissimulait alors sous l'étrange et antichristique pseudonyme d'Armilus. Nous avons aussi quelques lettres du même Le Chartier, dont une contient la traduction du véritable Genaït Mengog, celui de Taxil Vaughan, et dont une autre signature en hébreu rabbinique, renferme une bien curieuse allusion à un mystérieux personnage qu'il appelle son maître, et tout cela ne date pas d'hier, fermez les guillemets. Qui était donc ce Le Chartier? Né en 1853 à Pleugueneuc, Ille-et-Vilaine, il fit de vaines tentatives chez les pères du Saint-Esprit avant de se sentir appelé à réformer de fond en comble la philosophie. Après une période quelque peu aventureuse et chaotique sur le plan social, il adhéra à la cause de Naundorf, le faux Louis XVII, et fréquenta les voyants spirites répandus dans ce milieu. Il collabora à la légitimité de l'abbé Dupuy, après s'être installé à Toulouse, et publia en 1884 Le Salut de la France où Charles XI proclamait « Évasion, vie, identité de Louis XVII ». Puis il se sépara du groupe de l'abbé Dupuy et donna les raisons de sa rupture dans le Messager de Toulouse, dirigé par Firmin Boissin, membre de la Rose-Croix de Péladan, et auprès de qui Le Chartier joua peut-être un rôle analogue à celui de Monty auprès du Sar. Marié et installé comme publiciste à Toulouse, Le Chartier continue à entretenir des relations avec les pères du Saint-Esprit, entre parenthèses, qui semblent néanmoins se méfier du personnage, fermez la parenthèse, et est recruté à la rentrée de 1890 comme professeur de grec pour un collège que la congrégation vient d'acquérir à Castelnaudary, ce qui nous rapproche encore de Carcassonne et d'Urazès. Il y provoquera un procès, qu'il perdra, et sera congédié en 1894 avant que cet érudit hébraïsant, ouvrez les guillemets, très au courant des idiomes orientaux et occultes, fermez les guillemets, n'entre en contact avec les amis d'Abel Clarin de la Rive, futur directeur de la France chrétienne antimaçonnique, où écrira Guénon sous le pseudonyme du Sphinx. Ainsi ce dernier put-il, selon toute vraisemblance, entrer en possession de certains documents.
par un remarquable paradoxe. Le journal de Clarin de la Rive vit la rencontre fugitive et tout à fait trompeuse de l'antimaçonnisme taxilien et de ce que nous risquerons à appeler l'antimaçonnisme traditionnel, en précisant immédiatement ce que nous entendons par là. Si celui-là, prétextant de la dégénérescence de la maçonnerie spéculative, visait en réalité, comme le montra bien l'affaire Teder, la véritable maçonnerie opérative, le Sphinx, tout au contraire, se proposait à l'évidence un double objectif que nous avons déjà évoqué. En désignant sans complaisance le fossé qui séparait la maçonnerie visible de ce qu'elle aurait dû être, il en faisait, aux yeux des catholiques intelligents, une organisation victime de la misère des temps, et non point intrinsèquement perverse. Et dans le même mouvement, il exhortait implicitement les maçons lucides à retrouver le sens de la tradition. L'antijudaïsme des singuliers catholiques de la RISS, mis en parallèle avec leur antimaçonnisme, n'était pas moins intéressant, bien sûr, si l'on se souvient de la fonction eschatologique, récapitulative, assignée conjointement au véritable judaïsme et à la véritable maçonnerie. Et à cet égard, l'installation dans l'Aude de Le Chartier pourrait bien constituer un indice supplémentaire, puisque comme nous le savons, le Razès est dévolu au judaïsme dont il partage la vulnérabilité spécifique face aux forces de subversion, entre parenthèses, voire le pseudo-messianisme représenté par le grand monarque, fermez la parenthèse. Et puisque nous le savons aussi, c'est sa fonction à l'égard de ce même Razès qui valut à Guénon les plus redoutables attaques contre-initiatiques. Ce dont encore une fois les dessous de l'affaire Teder semblent apporter la preuve manifeste, de même que sa longue polémique avec cette RISS dont l'anti-judéo-maçonnisme n'offre désormais plus de secret pour nous. Mais toujours en relation avec la face obscure du Razès, il est un autre thème récurrent de la RISS que nous n'avons pas encore abordé, ses efforts désespérés pour identifier le roi du monde au prince de ce monde, en diabolisant l'Agartha, ce à quoi les rêveries théosophistes sur la grande loge blanche, cette grossière parodie, ne l'aidaient que trop. Comme pour la maçonnerie, la tactique était au fond d'une grande simplicité, se servir de la contrefaçon pour atteindre l'original. Cela présente un double avantage. Dans une période préparatoire et pour un public sérieux, susceptible de retrouver la voie de la tradition, on discrédite définitivement cet original en l'identifiant à des contrefaçons particulièrement ridicules ou odieuses. À long terme, on vise un public beaucoup plus vaste qui, lorsque l'outrance délibérée des attaques aura finalement suscité l'incrédulité relativement au satanisme, ne retiendra plus que les fausses assimilations. Et ces contrefaçons passant pour authentiques seront d'autant plus faciles à réhabiliter que les attaques subies auront été plus grossières et plus stupides. Et pour cette sinistre tâche, les alliés objectifs ne manquaient pas. Ainsi par exemple, Aleister Crowley, contre-initié et espion notoire, travaillant à la fois pour l'Angleterre et pour l'Allemagne, et qui entourait ses diableries pseudo-maçonniques de toute la publicité souhaitable, ce qui allait trop bien dans le sens des idées de la RISS. Certes, il arrive, en de semblables occurrences, que, tout en étant manipulés pour un même but, les antagonistes soient suffisamment inconscients du rôle qu'on leur fait jouer pour se croire réellement adversaires. Ce n'était pas le cas pour Crowley et les gens de la RISS, comme nous le révèle une lettre de Guénon à Renato Schneider en date du 5 novembre 1936. Ouvrez les guillemets. Quoi qu'il en soit, le gros recueil de documents publiés par des ex-collaborateurs de la RISS m'a donné d'une façon inattendue l'occasion d'avoir la preuve de leur connivence, que j'avais soupçonnée depuis longtemps, avec le fameux Aleister Crowley, fermez les guillemets. Déjà en effet, dans le Voile d'Isis de février 1930, en rendant compte de l'article d'un anti-maçon, l'abbé Tourmentin, qui évoquait ses souvenirs sur la mystification taxilienne dans une vraie revue catholique, La Foi catholique, Guénon avait reproduit en la commentant une note de la rédaction de cette revue ainsi conçue, ouvrez les guillemets. On ne s'explique guère le motif de cet incroyable essai de résurrection du taxilisme, on se l'explique d'autant moins que les preuves nouvelles annoncées, clamées à son de trompe, se réduisent exactement à rien. C'est tout à fait notre avis, ajoutait Guénon, et la note en question se termine par cette phrase qui pourrait donner la clé à bien des choses. Ouvrez les guillemets. L'Intelligence Service a prodigué cette année les secrets de cette espèce. Ce n'est pas rassurant. Fermez les guillemets.
De tout cela jusqu'ici, la RISS n'a pas soufflé mot. » Fin de la citation. Pour ce qui concerne l'inversion délibérée du symbolisme de l'Agartha et du roi du monde, auquel il convenait dans cette première phase d'associer les connotations les plus négatives, ce n'est sûrement pas par hasard que le nazisme prit comme emblème la svastika, le symbole du pôle, et que certains voulurent situer l'Agartha en Allemagne, tandis que d'autres, en fait les mêmes, prêtaient à Guénon des liens imaginaires avec ce pays. Ouvrez les guillemets. Enfin, nous avons eu la stupéfaction d'apprendre que nous avions, entre guillemets, de nombreux amis en Allemagne. Nous étions bien loin de nous en douter, car ils ont toujours négligé de se faire connaître à nous. Et il se trouve justement que c'est un des rares pays où nous n'ayons aucune relation. Fermez les guillemets. Les calomniateurs de Guénon, en revanche, ne pouvaient certainement pas en dire autant. Le maître écrivait en effet à Renato Schneider, le 4 septembre 1938, à propos d'un article paru dans l'Intransigeant, journal qu'il qualifiait d'organe officieux de l'Intelligence Service anglais en France. Ouvrez les guillemets. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, au début de l'affaire d'Hitler, il n'y a pas eu seulement Trebitsch Lincoln, qui était juif, mais aussi Aleister Crowley et un certain colonel Ettington, fermez les guillemets. Dès le 13 septembre 1936, Guénon écrivait à Schneider, à propos du premier nommé, Trebitsch Lincoln, ouvrez les guillemets. Trebitsch Lincoln, qui est un agent connu de la contre-initiation, est passé lui aussi par bien des transformations successives, et il a toujours été mêlé à de multiples espionnages. Il a été simultanément au service de l'Angleterre et à celui de l'Allemagne, tout comme son confrère Aleister Crowley. Depuis qu'il est devenu le lama d'Orgiden, il a séjourné un certain temps au Canada, puis il est revenu en Europe, à la tête d'un groupe de lamas du même genre, parmi lesquels il y a plusieurs Français, et s'est mis à recruter des fonds pour établir un monastère bouddhique en Suisse. Je soupçonne, d'après certaines allusions, qu'il est en relation assez étroite avec le Bouddha vivant Sudi, lequel est même mêlé aussi au projet du monastère bouddhique. Voilà déjà plusieurs fois qu'il y a des projets semblables, et toujours en Suisse, qui n'ont jamais abouti, et qui ont toujours tourné plus ou moins en escroquerie. Fermez les guillemets. Le Bouddha vivant dont parle Guénon descendait tantôt de Gengis Khan, tantôt des anciens rois Khmers, entre autres prestigieuses ascendances, et il se parait des noms et des titres les plus flatteurs. Il était aussi l'inspirateur de Mademoiselle Bailey, une ancienne théosophe plus ou moins dissidente qui prétendait, selon la coutume de ce milieu, écrire sous la dictée d'un maître, dont on voit que, comme les autres inspirateurs de multiples ouvrages théosophistes, il n'avait rien d'une entité astrale. Quoi qu'il en soit, nous étions là, bien sûr, au cœur de la mystification, point innocente, de la grande loge blanche, chère à tous les théosophistes et à de nombreux néo-spiritualistes de toute obédience. Comment sans doute cette inversion du symbolisme de l'Agartha survécut à la disparition de la RISS. On en trouvait encore en 1948 un exemple significatif dans le numéro spécial des études carmélitaines consacré à Satan. Albert Frank Duquesne, catholique d'origine juive, est descendant du faux messie Jacob Frank, y évoquait entre autres fantaisies occultistes et théosophistes, qualifiées de tradition initiatique, ouvrez les guillemets, le cas de 2 victimes de l'Agartha, foudroyées à distance après avertissement, fermez les guillemets, et traduisait inévitablement Sar à Olam par le prince de ce monde, ce que Guénon qualifiait de véritable énormité. Insinuation fielleuse de la RISS ou explosion de rage de Frank Duquesne, toutes ces attaques visaient celui qui, pour la première fois en Occident, avait exposé les données traditionnelles relatives à l'Agartha et au roi du monde. C'est ce que ne pouvaient souffrir les inspirateurs de ces campagnes calomnieuses, dont, soyons-en sûrs, le mont Alaric et la contre-Agartha virtuelle, qu'il porte en ses flancs, ne quittaient pas les ténébreuses pensées. La haine vigilante qu'ils vouaient tous à Guénon était d'autant plus justifiée, si l'on ose dire, que celui-ci, comme nous le savons, n'avait pas publié Le Roi du Monde à une date indifférente. Ce livre accompagnait en effet la venue du Roi du Monde en France, qu'annonçait déjà le retour de la pierre noire d'Urga. Quant au haut lieu, qui non point encore, mais dans un proche avenir, doit servir de réceptacle au centre suprême, a-t-on oublié le symbolisme récapitulatif du Puy-en-Velay? Ainsi donc, en filigrane des affrontements entre Guénon et la contre-initiation, c'était le rôle eschatologique de la France qui se dessinait, sous ces 2 aspects antagoniques.
avant que ne surgisse de la caverne maudite de l'Alaric l'abomination de la désolation, préfigurée en mode mineur par tous les envoyés plus ou moins astraux de la grande loge blanche, ou des fraternités spirituelles innombrables préparant l'ère du Verseau et la venue du grand monarque, il fallait bien que se dressât le témoin de la tradition. Il le fallait pour que les élus, en attendant que le Mahdi les rassemble à la veille de l'épreuve suprême, pussent échapper au piège qu'on leur préparait, que ce fût sous l'Alaric ou sur le mont des Oliviers, à Custossa, pour ne rien dire encore du sinistre pic de Bugarak, ce Sinaï noir du Razès, où nous sommes ainsi ramenés, de gré ou de force.